Yo, j'espère que ça va, vous, que vos vacances d'été se passent bien. De mon côté, ça se passe plutôt bien. Écoutez, personne ne m'a demandé, mais je réponds à la question. J'écris pas mal en ce moment, je bosse sur une série de romans jeunesse, un peu en ambiance Chair de poule, Spooksville, pour ceux qui se souviennent. C'est une série avec des persos qui vivent des aventures qui font peur. Je m'amuse bien à écrire ça. Je sais pas du tout pour qui ce sera en termes d'éditeur. Mais en ce moment, je l'écris et c'est cool. Je passe un été assez productif. J'espère que vous, ça se passe bien aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On est une petite communauté, donc faut pas hésiter à raconter vos vies si vous en avez envie, ça m'intéresse. En attendant, je vous fais quand même une petite vidéo estivale sur un manga, histoire de pas vous lâcher complètement pendant l'été. Et cette vidéo, vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, elle va être sur Gon de Tanaka. Donc Gon, comme je disais, c'est un manga de Tanaka, je me rappelle plus son prénom, je vais vérifier. Hop, on commence déjà les approximations. Masashi Tanaka. Et c'est un manga qui commence à être très vieux, enfin très vieux à l'échelle du manga, parce que il a commencé à être publié en 92, donc il a 30 ans. En France, il arrive un tout petit peu plus tard, mais il est arrivé tôt quand même, il arrive en 95. Donc à une époque où les mangas étaient encore... alors, plus tout à fait balbutiant, mais c'était quand même encore le début du phénomène manga. On était très très loin de la popularité d'aujourd'hui. Donc c'est quand même un des pionniers en France. Pour des raisons qu'on va expliquer. C'est assez simple pourquoi il a été publié si rapidement en France. Et c'est un manga qui a eu plus que son heure de gloire, qui a eu une vraie popularité dans les années 90, notamment du fait que son héros, Gon, ce petit dinosaure orange que vous voyez sur la couverture, a tout de la mascotte. C'est vraiment un personnage qu'on peut imaginer en t-shirt, en porte-clés, en figurine, en ce que vous voulez. À tel point, justement, que je pense que pour la plupart des gens de mon âge, moi j'ai 38 ans, les gens de ma génération connaissent probablement Gon, pas pour le manga, ils connaissent pour sa participation à Tekken 3. Alors là, c'est Street Fighter versus Tekken. Je n'ai pas Tekken 3, je suis pas très fan de Tekken, je suis fan de Street Fighter. C'est tout ce que j'ai de Tekken, c'est ce Street Fighter Tekken. Mais dans Tekken 3 sur PlayStation 1, jeu de baston extrêmement célèbre, il y avait Gon en personnage bonus, parce que Gon était à son pic de popularité, le manga, à cette époque-là, et ils se sont dit, d'un point de vue marketing, c'était rigolo de mettre Gon dans Tekken, donc c'est un personnage que vous pouvez sélectionner, je crois il faut un peu le débloquer, mais en tout cas il est dans le jeu, et ça l'a rendu très célèbre, je pense, auprès de gens qui lisaient pas de manga, mais qui jouaient à des jeux vidéo. Et donc voilà, donc Gon fait partie du patrimoine manga quand même si forcément au bout de 30 ans, il a été un peu oublié. Là, ce que vous voyez, c'était la première édition, donc en 95, chez Casterman, qui faisait du manga. Et depuis, alors cette édition est devenue complètement introuvable, je cherchais même pas, mais il a été réédité chez Pika en petit format. Là, c'était des grands formats. Enfin, grand format, semi-grand format, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les éditions de luxe. Moi, ces tranches rouges là, avec le logo Casterman Manga, me mettent dans un état de nostalgie. Ça me rappelle vraiment la fin de l'école primaire, le début du collège. Et c'est un manga, moi, que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin. On va voir pourquoi, et on va tout de suite comprendre l'une des raisons pour lesquelles il a été publié en France aussi rapidement. C'est que c'est un manga muet. Il n'y a aucune case, il n'y a même pas d'onomatopée. Donc, zéro travail de traduction. Donc, c'est pour ça qu'il a été publié dans plein de pays très rapidement, alors que les mangas n'étaient pas encore connus partout. Ça a été forcément un coup de génie d'un point de vue marketing. Le fait qu'il n'y ait pas besoin de traduction, que ce soit totalement international dès le départ, a fait énormément pour la popularité de Gon. Ce qui a fait énormément aussi, c'est le trait de Tanaka. Comme vous le voyez, Gon se passe dans un univers où il n'y a que des animaux. Il n'y a absolument pas d'humains du tout, ni de traces humaines, si vous voyez, il n'y a pas de traces de civilisation. Il n'y a que Gon et ses potes, Gon et d'autres animaux, on va dire plus simplement. Et il représente dessine les animaux avec un style très particulier et très très attachant, où il fait des animaux à la fois très réalistes. Il a vraiment une science de l'anatomie animale, du mouvement. C'est presque des dessins scientifiques, c'est presque des planches qu'on pourrait imaginer dans un musée, quoi. C'est très impressionnant. Et en même temps, il a le talent du BDiste, du mangaka, pour les rendre quand même expressifs, pour quand même les rendre pas si réalistes que ça dans leurs expressions. Là, vous voyez, le loup est pas du tout réaliste,
il n'est pas du tout réaliste, et en même temps, on reconnaît une attitude d'animal effrayé, et c'est ce cocktail, cet entre-deux, qui a fait que Tanaka a donné une vraie personnalité à cette BD, avec en plus des paysages comme ça, parfois très impressionnants. C'est un très bon dessinateur, et c'est un très bon dessinateur du règne animal, quoi. Il a vraiment un truc, là dans Gon en plus, donc Gon, c'est un gag manga qui raconte pas vraiment d'histoire, c'est que des petites histoires courtes d'une 20aine de pages, où il va arriver des conneries à Gon, il va arriver dans un nouvel endroit, souvent il a faim, Gon a tout le temps faim, il a tout le temps envie de bouffer, donc ça tourne souvent autour de ça, et ça va être des petites histoires qui se suivent plus ou moins le temps d'un volume. Il y a des persos qui vont revenir 5-6 histoires à la suite, mais ça reste quand même des petites histoires, si vous voulez, c'est pas très ambitieux, il n'y a pas d'histoire filée ou quoi que ce soit, et à chaque chapitre, Gon va se lier d'amitié avec un nouvel animal. Donc ça nous permet de voir énormément d'animaux sous la plume de Tanaka. C'est des histoires un peu drôles, parfois un peu cruelles. Gon a un petit côté cruel. Il n'a pas peur de faire du mal aux gens. Mais ça reste tranquille. Hein. C'est un manga qui est quand même destiné aux enfants. Et ouais, non, le dessin de Tanaka est ultra impressionnant. C'est une des très grandes forces de Gon. C'est impressionnant. Vous pouvez vous arrêter sur chaque case. C'est ouf. Là, cette planche-là, elle est juste malade. Il y a un côté où est Charlie, assez marrant. Et en plus, c'est presque une photo, en fait. Et là, comme je disais, le manga date de 92. Donc, on est avant l'assistance numérique et tout ça. Là, on est sur du pur dessin à l'ancienne. Hein. C'est assez ouf. Vraiment, chaque case, vous pouvez l'analyser, quoi. Si vous êtes fan de dessin, fan d'animaux, Gon, c'est complètement dingue. Pas pour l'histoire, encore une fois, l'histoire est très anecdotique, c'est des petits gags, mais le dessin est malade, et ce côté international, ce côté pas la peine de traduire, a fait énormément pour ce manga. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons qu'il est rentré très vite dans la culture générale manga, on va dire. À l'époque, donc en 92, quand ça a commencé, Tanaka n'avait que 30 ans. C'était un très jeune auteur, donc maintenant il en a 60, mais il avait 30 ans, il était connu pour quasiment rien d'autre, il avait fait 2-3 petites séries à droite à gauche, mais ça n'avait pas marqué plus que ça. Et encore aujourd'hui, il est principalement connu pour Gon. Ça fait partie de ces artistes, vous savez, qui ont eu un succès si grand qu'il a écrasé tout le reste et qui fait que vous revenez des années après, des décennies après, dans le cas de Tanaka, et c'est toujours l'auteur de Gon, c'est pas autre chose. Il a fait d'autres trucs, mais qui sont vraiment totalement dans l'ombre de Gon et qui le seront probablement toujours. C'est pas très grave parce que Gon est cool, encore une fois. Là, vous voyez, pareil, ce dauphin est très réaliste et en même temps, il a un sourire. C'est cet entre-deux qui rend les dessins super particuliers. C'est vraiment un style de dessin très à part, je trouve, dans Gon. Et ouais, non, donc c'est Tanaka, la carrière de Tanaka se résume un peu à Gon. C'est peut-être, je sais pas comment il vit. Peut-être qu'il vit bien, peut-être pas. Ça, c'est lui que ça regarde. Mais en tout cas, oui, il n'y a que ça qui existe hein, quasiment dans sa carrière. Moi, j'ai les 7 volumes. Hein, c'est chez Pika aujourd'hui, c'est aussi 7 volumes. C'est exactement le même découpage. J'ai aussi ce truc-là, dont je ne sais plus comment je l'ai eu, qui est un tout petit volume bonus, qui était offert normalement, je crois, dans un coffret qui réunissait soit l'intégralité de la série, soit la quasi-intégralité de la série. Et qui sont des petites histoires couleurs, avec des couleurs très classe, je trouve. Pareil, c'était avant le numérique. Hein. Là, je trouve la mise en couleur ultra belle. Les couleurs sont giga chaudes. Il y a des planches, attendez, je vais essayer de vous les trouver. Il y a des planches impressionnantes en termes de colorisation, en termes de chaleur que ça dégage. Faut que je vous trouve, c'est une planche d'électrocution où Gon se fait frapper par la foudre. C'est des toutes petites histoires. Hein. Gon se fait frapper par la foudre et après il électrocute un peu tout le monde. Et vous voyez, les planches n'arrêtent pas d'alterner les couleurs. Il y a un truc, je trouve ça super beau. C'était juste pour vous montrer ça. Bon, il tue un peu tout le monde, hein, comme vous le voyez. Donc il y a vraiment un côté cruel hein, dans Gon. Il traverse la rivière et il se rend pas compte qu'il tue tout le monde derrière lui en les électrocutant. Mais après, il ranime une biche qui était morte. Donc, ça équilibre. On va dire que c'est le retour de karma. Bref, Gon, ce volume bonus qui était normalement dans un coffret. Je ne sais pas pourquoi je l'ai, parce que j'ai pas le coffret.
Mais le coffret, je l'avais regardé sur Internet, il est hors de prix aujourd'hui. Mais ce volume, j'avais dû l'avoir à l'époque. Je pense que ça devait être dans une librairie qui avait des petits volumes bonus comme ça, peut-être à offrir, quelque chose. Et il me l'avait filé. Je me rappelle plus bien. Mais en tout cas, je l'ai. Alors qu'il est vraiment introuvable. Donc, je suis content. Voilà. C'était juste pour parler collection. Donc voilà, je voulais parler de Gon parce que moi, c'est un manga qui m'avait marqué quand j'étais petit. Qui reste un manga que j'aime beaucoup reparcourir de temps en temps. Pour les dessins, quoi. C'est vraiment impressionnant. Le trait de Tanaka, il est assez ouf quand même, quoi. C'est vraiment, vraiment impressionnant. À l'exception, je crois, du volume 6, qui est, je ne sais pas pourquoi, qui est notablement moins bien dessiné que les autres. Je crois que c'est le 6, je me trompe. Voilà. Les chapitres de fin, je ne sais pas si vous voyez, les traits sont quand même vachement moins bien que d'habitude. C'est pas nul, hein, ça reste du bon dessin. Mais il y a un truc, je sais pas, alors est-ce que c'est un problème d'impression? Mais je trouve, vous voyez là, Gon, il est moins bien, quoi, quand même. Il est vraiment moins bien que les autres. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'assistant qui a eu le contrôle sur le studio le temps de cet épisode? Je ne sais pas, mais il y a un épisode comme ça avec l'éléphant, qui est pas un mauvais épisode en soi, mais qui est moins bien dessiné. Voilà. Mais à part ça, c'est un manga vraiment prodigieux en termes de dessin, que j'aime beaucoup reparcourir, comme je disais. Et qui, du fait de sa longévité, enfin de son âge, commence à mon avis à être un peu oublié. C'est pas un manga dont aujourd'hui vers lequel aujourd'hui les jeunes lecteurs vont aller. Ce qui est dommage, je pense que pour les enfants, notamment, c'est une série qui peut vraiment leur plaire. Et voilà, donc je voulais, par mes maigres moyens, mes maigres vidéos, la conserver un petit peu dans le patrimoine manga. C'est peut-être pas une série immortelle, incroyable. Je vous dis pas qu'il faut absolument la lire, mais ça a marqué une certaine époque du manga et je trouve que c'est pas mal de s'en souvenir. D'ailleurs, petite note qui me passe par la tête. Donc c'était publié fin des années 90 en France et c'est publié en sens français. Ce qui pourrait paraître débile pour une série où pour le coup il n'y a pas de traduction à faire. Ils auraient pu reproduire à l'identique les planches, il n'y avait aucun problème. Mais on était encore à une période où c'était quand même les balbutiements du manga. C'était quand même le début. Et je pense qu'il fallait habituer le public. Alors on pourrait se dire, c'est une trahison de l'œuvre originale. Ce qui est vrai, c'est une trahison de l'œuvre originale. Ça change certains trucs quand même, hein, d'inverser les pages. C'est pas anodin, c'est pas, ça change l'équilibre de certains dessins et tout ça. Mais on était à une période où il fallait habituer quand même le public. On sortait. Nous, on connaissait à l'époque, dans les années 90, que Tintin Astérix. J'exagère, mais à peine. Et en fait, il fallait y aller progressivement. Le sens de lecture japonais, c'est pas un truc qui va de soi pour tout le monde. Encore aujourd'hui, quand vous vous mettez au manga, on vous apprend à lire dans le sens japonais. Alors, ça vient vite, hein, mais c'est un petit apprentissage à faire. Hein. Et à l'époque, c'était tout nouveau. Donc forcément, les premiers mangas, oui, ils ont été publiés en sens de lecture français, Gon y compris. C'est pas très grave et je pense que ça fait partie des étapes qui ont permis aussi la popularité du manga en France. C'est comme vous savez, la fameuse version colorisée d'Akira. En France, Akira, au départ, était sorti dans une version recolorisée, pas du tout par Otomo, recolorisée par des Français. Et c'est une version qui aujourd'hui est un peu recherchée, parce que c'est un peu une curiosité. Et pareil, c'est une énorme trahison. Enfin, je veux dire, ça a été recolorisé. Alors, l'auteur était quand même au courant. Je crois qu'Otomo a un peu supervisé la colorisation, mais ça reste une trahison de l'œuvre originale. Mais pareil, c'est une étape dans l'histoire du manga en France. C'est des choses qu'on ne referait probablement pas aujourd'hui, mais qui ont été faites à une époque. Et peut-être qu'en les faisant, ça a permis justement d'obtenir ce qu'on a aujourd'hui dans le manga en France. Donc Gon a fait partie des pionniers d'un certain manga. Ça a ouvert le manga aussi à une époque où on avait surtout Dragon Ball, surtout du manga d'action pur et dur. Gon a été un des premiers mangas en France à être autre chose, à être un manga un peu comique, un petit peu enfantin, avec ce personnage très mascotte comme ça. C'était une ouverture du spectre manga aussi. C'était une façon de dire il y a aussi d'autres choses dans le manga. Il n'y a pas que de la bagarre, il n'y a pas que de l'histoire à la Dragon Ball, du shonen. Il y a d'autres trucs. Et Gon a été un exemple de ça. Ça a été un gigantesque succès au Japon particulièrement et en France aussi. Je pense que ça a bien marché. En tout cas, c'était connu, il n'y avait pas de souci.
Et voilà, et donc je voulais faire une petite vidéo là-dessus, un petit peu nostalgique. Avant de partir, avant de vous laisser retourner à votre été, je voulais en placer une petite pour un livre que j'ai acheté récemment, que je vais avoir beaucoup de mal à filmer parce qu'il est très grand. Ce livre, il s'appelle Full Moon Soup, et il est d'Alastair Graham. Alastair Graham, si vous êtes un ou une fidèle de la chaîne, vous le connaissez parce que c'est un illustrateur dont j'ai parlé récemment dans une vidéo un peu hors série sur les livres-jeux de mon enfance. C'est un illustrateur que j'adore, qui fait des dessins très très détaillés, vous voyez, avec tous les personnages sont ultra expressifs, il y a des petits objets partout et tout. Et là, Full Moon Soup, il y a un autre livre qui s'appelle Full Moon, Afloat, qui se passe dans un bateau, qui est sur le même principe, mais que je n'ai pas encore. Full Moon Soup, vous allez voir, c'est aussi un livre illustré muet, c'est pour ça que je le rapproche de Gone, même si ça peut avoir, hein, c'est la petite parenthèse bonus de fin de vidéo là. Hop. En fait, ça se base sur des doubles pages comme ça, qui sont des plans de coupe d'un hôtel, et dans lequel il se passe plein de trucs. Il y a plein de petits détails partout, dans le pur style Alastair Graham. Il se passe des trucs absolument partout où vous posez les yeux. Et vous voyez, la narration passe uniquement par ce plan de coupe. Vous n'avez que ça, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de texte explicatif. Vous allez juste regarder ce qui se passe. Ce perso qui ressemble à Tintin, là, qui va promener son chien, les femmes de chambre qui font le ménage, les cuisiniers qui préparent la nourriture, ainsi de suite. Vous voyez, là, pour l'instant, c'est la première, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Et petit à petit, vous allez tourner les pages, et en fait, ce n'est que le plan de coupe de l'hôtel, mais à chaque fois, ça évolue. Vous voyez, là, il y en a un qui est en train de tomber du balcon. Là, les femmes de ménage commencent à avoir des problèmes. Il y a les fantômes qui sont déjà apparus. Il y a une espèce de mec qui est en train de réveiller un vampire dans la cave. Il y a un gars qui se transforme en loup-garou. Vous voyez, et ça va être comme ça, de planche en planche, sur une quinzaine de planches. C'est que le plan de coupe de l'hôtel, avec de plus en plus de trucs débiles qui se passent. Un ovni qui arrive, un gorille qui apparaît. Et c'est ultra cool, c'est brillant. Pour les gamins, c'est incroyable, c'est très très drôle. Et pareil, le dessin d'Alastair Graham avec des détails partout. Et c'est totalement muet, donc pareil, ça peut être sorti dans n'importe quel pays. Ce qui, bizarrement, n'est pas trop arrivé. Je regardais sur Internet et j'ai l'impression que ça n'a pas trop été traduit à l'étranger. Alastair Graham est britannique et j'ai l'impression que c'est resté en Grande-Bretagne, en fait. Ce qui est bizarre, parce que vraiment, zéro effort de traduction à faire. C'est introuvable aujourd'hui. J'ai galéré pour le trouver d'occasion à un prix correct. Je l'ai acheté peu cher, mais faites attention si vous le cherchez. Parfois, il dépasse les plusieurs centaines d'euros. Il est devenu un peu culte, j'imagine. Mais c'est un livre vraiment génial. Et j'adore ce dessinateur, quoi. Je pourrais regarder ses planches, mais des dizaines de minutes. Si j'avais eu ça gamin, mais j'aurais jamais décollé de ce bouquin, en fait, quoi. Il y a vraiment des trucs à regarder partout. Voilà, je voulais en placer une petite pour Alastair Graham. Je vous incite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur ces autres livres. Et en attendant, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a intéressé. C'était un petit peu brouillon. Mais bon, c'est une vidéo d'été, vous me pardonnerez. J'avais pas 1000 trucs non plus à dire sur Gone en plus. Et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je sais pas trop quand, parce que c'est les vacances. Mais en tout cas, d'ici la fin du mois, de manière certaine, je peux même vous dire sur quoi ce sera, pour récompenser ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ce sera sur ce petit one-shot publié par le Lézard Noir, qui s'appelle La Boîte Lumineuse. Une petite histoire courte, enfin, un ensemble d'histoires courtes que j'ai beaucoup aimé. On parlera de ça. Je vous souhaite un bon été. N'hésitez pas à me dire comment se passent vos vacances, à laisser des commentaires. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça et pourquoi je ne coupe pas la vidéo, tout simplement. Ciao, bon été!